Rendre compte de l'importance d'utiliser plutôt des tâches en parallèle avec notre scheduler, et c'est ça qui est l'apport le plus important de notre système temps réel. Couche flash, je viens là dans mon moniteur, voilà. Et là vous pouvez voir, normalement on s'attend à quoi? À ce que ma LED blanche brille toutes les 1 seconde. Vous pouvez voir que c'est effectivement le cas. La LED verte doit briller toutes les 2 secondes. Vous pouvez vous rendre compte que c'est exactement ça. Et la LED 3 doit briller toutes les 3 secondes. Et la LED rouge doit briller toutes les 4 secondes. Voilà. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un aspect très important et qui caractérise le plus ZephyrOS. Nous allons parler de l'aspect temps réel de ce système d'exploitation pour les microcontrôleurs en fait. C'est quoi un système temps réel? Un système temps réel est un système informatique, ça peut être logiciel ou matériel, conçu pour réagir à des événements externes dans un délai déterminé et garanti. Déterminé et garanti. Voilà. Donc, autrement dit, dans un système temps réel, le respect des délais est aussi important que la correction de des résultats, autant pour moi. Voilà. Donc, il faudra retenir que dans un système temps réel, il y aura certaines caractéristiques claires à respecter. Voilà. Donc, le délai strict. Donc, le système doit pouvoir produire une réponse dans un temps limité, souvent très court. Voilà. Donc, c'est ce qui va faire, c'est qu'on va pouvoir passer de nos systèmes procéduraux étape par étape à des systèmes en parallèle en fait, avec plusieurs tâches qui s'exécutent en parallèle en fait. Donc, ça sera plus ce principe qui doit être mis en place pour pouvoir garantir cela. Et ça, il y a l'aspect barre métal dont on parle généralement, comme les cartes Arduino qui n'intègrent pas cette façon de fonctionner en fait. Voilà, ils peuvent s'arrêter aux ISR, mais ils vont pas réussir à implémenter la notion de thread en fait avec une ou plusieurs tâches, avec plusieurs taille mémoire qui les sont affectés. Voilà. Donc, comme je le disais, les aspects clés, il y aura le délai strict. Voilà. Donc, doit pouvoir produire une réponse dans un temps limité. Ensuite, on doit être capable de prédire nos événements, en fait. Le comportement d'être prédictible, être prévisible, ou alors en d'autres termes plus clairs, déterministe, ou bien plus le bon mot, déterministe. On doit pouvoir garantir que certaines tâches seront accomplies dans un temps donné. Voilà. Donc, et en dernier point clé, il y a la réactivité. Un système doit réagir rapidement à des événements externes. Voilà. Et on peut citer notamment l'exemple d'un capteur qui détecte un obstacle. Voilà. Donc, il doit pouvoir garantir ces 3 caractéristiques clés, un délai strict, être déterministe et être réactif. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y a à retenir. Et comme je l'ai dit, il y a la notion de multithreading qui va être intégré pour pouvoir agir en fait et pouvoir garantir que ces caractéristiques clés-là puissent être fournies et respectées. Voilà, c'est ça qui fait la force des systèmes d'exploitation qui se valent système temps réel, qui se disent système temps réel. Donc, Zephy est bien un système temps réel. Maintenant, son kernel, le kernel de Linux offre cette possibilité d'avoir des threads mentionnés là en fait. Donc, on pourra créer plein de tâches en parallèle avec
des tailles mémoire associées, des registres et avec du code, des données et des fichiers partagés entre ces différentes tâches, que ce soit juste une seule tâche ou bien que ce soit plusieurs tâches qui sont créées. Donc, il y a la notion de thread qui est disponible en tant que service du kernel de Zephyr. Donc, nous allons nous intéresser ici à quelles sont les différentes étapes, comment créer un thread et aussi à la fin, je pense qu'on pourra regarder comment on les implémente. Voilà. Donc, directement, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder quels sont les états que peuvent avoir nos différentes tâches. On peut créer une nouvelle tâche. Une nouvelle tâche peut passer à l'état prêt. Elle peut être en attente. Elle peut être en cours d'exécution. Elle peut être terminée ou elle peut être suspendue par une autre tâche prioritaire. Et c'est là où je vais en venir. Il y a la notion de priorité. Donc, avec ce cycle des états-là, donc en fonction de la priorité, une tâche se verra être suspendue, être terminée, être mise en attente. Et voilà, d'autres prêts vont pouvoir prendre le coup. Donc, si je viens sur la notion de priorité, il faudra donc savoir que dans Zephyr, plus la priorité est élevée, plus le numéro de priorité sera petit. Donc, pour une priorité de 4, voilà, elle sera une priorité d'ordre 4 sera supérieure en termes de priorité que celle d'un thread qui aura une priorité de 7 en fait. Donc, plus le numéro est petit, plus on lui accorde de l'importance. C'est comme ça que le mécanisme a été mis en place dans Zephyr OS. Donc, il y aura maintenant la notion de tâches coopératives et des tâches préemptives. Voilà. Donc, les tâches préemptives, généralement, les priorités vont aller de 0 jusqu'à plus l'infini ou bien alors jusqu'à notre tâche à l'état inactif en fait. Il y a notre idle thread. Et des tâches coopératives verront plutôt être plus négatives. C'est ce qui est mentionné ici avec le moins là en fait. Donc il faudra prendre en compte ces spécificités. Et ensuite, on pourra voir comment l'implémenter. Du coup, pour implémenter, pour créer nos propres threads, il y a des macros, il y a des API qui sont disponibles. Là, par exemple, il y a... je ne dis pas de bêtises, voilà, donc il y a des API qui sont fournis comme tout autre périph pour pouvoir créer nos propres threads. Et la plus importante c'est celle-ci. Et ensuite il y a des macros spécifiques qui vont pouvoir permettre de définir un certain nombre d'options qui sont là en fait. Voilà, donc ces options sont décrites là et on pourra avoir à les utiliser là. Donc comment on peut créer une macro, mais ça là c'est dit ici dans la partie implémentation. Donc on peut créer une macro, un thread en utilisant ces syntaxes. Donc un thread sera toujours assigné un certain nombre de tailles mémoire dans la pile, donc la stack là. Donc il faudra avoir une certaine taille mémoire pour pouvoir effectuer certaines opérations, voilà. Donc maintenant pour créer un thread, on utilise le class thread create qui se retrouve aussi dans l'API. Donc je vais vous montrer que on récupère en fait toute cette fonction là. Donc si vous avez besoin de savoir ce qu'une fonction fait, vous venez tout simplement là. Donc c'est où? C'est là. Voilà. Donc ça permet de créer un thread et ensuite on a l'ensemble des informations dont on a besoin. Et qu'est-ce qu'on va lui passer en paramètre? Le nouveau thread qui a été créé grâce à ClassThread. Ensuite, il y a la taille de la pile qui lui est associée. La pile, pardon, qui lui est associée. Ensuite, la taille de la pile. Ensuite, il y aura la fonction principale qui est assignée à ce thread. Ensuite, il y aura des arguments qu'on pourra entrer. Ensuite, il y aura la priorité, les options, qui sont ces options dont on voit ici là en fait. Et ensuite il pourra avoir un délai. Donc généralement Canoe pour dire qu'il n'y a pas de délai, lance directement le thread dès qu'il est prêt en fait.
il a une priorité supérieure, vas-y, réalise la tâche qui est attendue et met en attente si besoin. Donc je reviens sur la création de nos threads. Voilà. Donc il faut savoir que ça c'est une manière de créer un thread où on pourra récupérer ici la valeur de notre thread en utilisant le thread, la structure 4T. C'est un peu difficile à prononcer. Et il faut aussi savoir qu'on peut créer un thread de cette façon. Donc la différence c'est quoi? C'est que c'est de cette façon on va créer, on va faire de l'allocation pendant l'exécution de notre test, pendant que quand nous on va créer ici là, c'est pendant le temps de compilation que toutes les allocations seront faites. Donc en fonction du besoin de notre application, on pourra utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes pour pouvoir mettre en place notre application. Donc pour cet exercice, je pense que nous allons utiliser cette façon de créer les threads pendant le temps de compilation. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais montrer ce qu'on doit réaliser comme application. Donc généralement, puisqu'on doit garantir un certain délai, on doit garantir une certaine réactivité, une certaine prédictibilité aussi. L'idée de notre projet aujourd'hui, ça sera de faire un petit projet classique où nous aurons plusieurs LED et on voudrait que chaque LED puisse clignoter à une fréquence d'une seconde, de 2 secondes, de 3 secondes et de 4 secondes pour chacune des LED de différentes couleurs comme vous pouvez le voir là. Donc il y aura la manière procédurale et on verra si la LED va briller à chaque une seconde et se rendre compte de l'importance d'utiliser plutôt des tâches en parallèle avec notre scheduler. Et c'est ça qui est l'apport le plus important de notre système temps réel en fait. Parce que quand vous voyez les états là en fait, il y a un scheduler qui est là pour pouvoir à partir des priorités savoir quelle tâche doit être suspendue, quelle doit être mise en attente et tout ça est réalisé par qui? Par si je peux dire l'objet ou bien l'élément principal qui s'appelle le scheduler. C'est cet élément que d'autres microcontrôleurs bas métal sans OS n'ont pas en fait, ce scheduler. Par exemple, FreeRTOS apporte ce scheduler et ça permet d'être utilisé sur plein d'OS. Cette librairie FreeRTOS apporte ce scheduler qui permet maintenant de pouvoir utiliser ça sur des microcontrôleurs qui à la base n'ont pas d'OS en fait, qui n'ont pas de scheduler. Donc l'idée pour nous, ça sera dans un premier temps de réaliser cela de manière procédurale et de voir le résultat, puis de réaliser celui-ci en créant plusieurs threads et chaque LED aura son thread et une priorité. Et puis on verra le résultat pour comprendre l'importance d'avoir des threads. Donc sans plus tarder, j'ai mis en place un tout petit code qui va nous permettre de mettre en évidence l'utilité des threads. Donc ce qui va se passer, c'est que ce code-ci, il y aura deux codes. Le code où on fait tout de manière procédurale, tout se passe dans la boucle while. Il n'y a aucun thread qui est créé là. Donc je récupère menu et ici il y aura le code où nous créons des threads et ensuite on voit le résultat. Voilà, donc si nous revenons là, donc très vite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une base de temps pour notre délai pour faire clignoter les LED. Donc 1000 millisecondes, ça veut dire une seconde. Ici on va récupérer nos LED en fait qui sont définis pour la nucléo G0 ici en fait, et donc on les assigne les ports PA7, PB0, PC7 et PA9. Ça c'est pour la nucléo G0. Si vous utilisez la nordique semi-conducteur, normalement ça ne sera que des LED vertes qui sont connectés déjà, qui sont intégrés sur la carte en fait. Donc ici ça sera des cartes des LED externes qui vont briller.
Donc, je récupère cela avec la macro alias. Ensuite, je vérifie qu'ils existent bien, sinon je génère une erreur. Puis, je vais récupérer la propriété GPIO qui contient un certain nombre d'informations qui m'intéressent en créant une structure pour chaque LED en fait. Donc, je me rassure maintenant que pour chaque LED, le, que chaque structure, que chaque nœud est bien prêt en fait. Voilà. Donc, je suis GPIO History du DT. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est simplement configurer notre LED en la mettant en sortie. Voilà. Et qu'elle soit active en fait. Voilà. Donc, on configure en sortie. Ça aurait pu être en entrée, mais c'est pas le cas ici. C'est juste des LED et elles fonctionnent généralement en sortie. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est utiliser la fonction GPIO toggle. GPIO pin toggle DT pour allumer le jaune, le vert, le rouge et le blanc. C'est vrai qu'ils ne sont pas mis dans la bonne ordre par rapport à la figure, mais vous comprendrez qu'on va s'attendre à ce que le jaune puisse briller chaque une seconde et que le vert puisse clignoter chaque 2 secondes, le rouge chaque 3 secondes et le blanc à la fin chaque 4 secondes en fait. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compiler mon programme. Voilà. Une petite chose à préciser là. Là, j'ai créé un cas config express pour pouvoir rien que builder cette application parce qu'il y a plusieurs fichiers sources. Et si tu compiles là, j'ai mis une instruction pour que ça ne puisse compiler le main que si on active ce symbole en fait. Et builder le thread.c si on active ce symbole. Ça nous fait réviser un peu les notions sur les cas config qu'on a vu précédemment. Donc vous pourrez regarder la vidéo si besoin. Voilà, donc et pour cela il faudra venir dans le fragment de config et activer déjà ça à yes pour que ça puisse compiler uniquement notre fichier main.c. Donc une fois que je fais ça, on va attendre que la compilation se passe et ensuite on va flasher pour observer le résultat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon moniteur série et ensuite je vais flasher. Voilà, donc on peut voir les LED briller, mais maintenant on va vérifier si la LED blanche brille toutes les 4 secondes, si la LED jaune brille toutes les 1 seconde. On se rend compte que le comportement est assez aléatoire et que ça ne respecte pas vraiment ce qui est dit en fait. Voilà, donc c'est simplement parce qu'on essaie de faire les choses étape par étape. Pourtant, si on crée des threads qui vont pouvoir exécuter ça en parallèle, on aura le résultat dont on veut en fait escompter. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que maintenant, je vais compiler mon code source où on utilise les threads plutôt. Voilà. Donc, ce qui va se passer ici, là, c'est que il faut toujours une taille de pile. Ici, je mets 256 octets. Et là, je vais définir une même priorité pour toutes nos lettres. On peut prioriser comme ça aussi si on veut, mais le résultat sera le même au final. Voilà, donc notre base de temps minimal. Et je récupère ensuite des lettres. Je vais aussi utiliser le DT node label Yellow parce que là, on a bien notre node label. Là, ça, ce sont les labels de nos nœuds en fait. Donc maintenant ce qui se passe, c'est que on revient là dans notre application, je vérifie, ensuite je crée notre structure qui va récupérer les informations qu'on a spécifiées là dans le GPIO. Ensuite ce qui se passe, c'est que je vais configurer, vérifier que tout a bien été configuré.
Ensuite, ça c'est le thread 0, voilà, donc qui est associé à la LED blanche. Je configure et ensuite je vais faire clignoter ceci pendant 1 seconde en fait. Ça, ce sont des messages juste pour que dans le terminal on ait bien les informations là. Donc je reviens là. Ensuite, le thread 1 sera assigné à la LED verte. Et puis, je vais la faire clignoter pendant toutes les 2 secondes. Puis, le thread 2 sera assigné à la LED 2 jaune. Et je vais la faire clignoter toutes les 3 secondes avec, en utilisant ces expressions en fait. Et le dernier thread sera associé à la LED rouge. Et je vais la faire clignoter toutes les 4 secondes. Voilà. Et du coup, voici comment on crée nos threads avec les paramètres en fait. Donc, n'oubliez pas les paramètres. On donne un nom arbitraire que nous-mêmes on a choisi. Donc, j'ai choisi thread 1 ID, thread 2, thread 1, thread 2, thread 3 ID. Voilà. Donc, ensuite, on donne la taille de la pile qu'on associe à chaque thread. Puis, on va donner les fonctions d'entrée en fait. Donc vous avez vu, j'ai créé les threads 0, thread 3, c'est ça que j'associe là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura maintenant les paramètres qu'on peut passer à notre thread pour pouvoir faire un certain nombre de traitements de données. Voilà, je ne passe pas grand chose. Et puis, il y aura des options qu'on n'utilise pas. On met à nul la priorité. J'ai mis la même priorité pour chacun. Et ici, là, je laisse sans délai. J'aurais pu mettre Canowitz comme la documentation assez bien dit là. En fait, j'aurais pu mettre Canowitz. Voilà. Ok, j'espère que vous comprenez, c'est assez facile. Il faut juste créer vos threads, vos fonctions de thread et ensuite l'initialiser comme ça là en fait. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que si je veux maintenant compiler rien que l'application thread.c, ce que je vais faire, c'est activer ça et désactiver pour le main. Donc c'est la logique que j'ai mis. Et là, je vais encore rebuilder. Et maintenant, dès que la compilation sera terminée, je vais flasher, on va observer le résultat. Du coup, je flash, je viens là dans mon moniteur, voilà. Et là, vous pouvez voir, normalement, on s'attend à quoi? À ce que ma LED blanche brille toutes les 1 seconde. Vous pouvez voir que c'est effectivement le cas. La LED verte doit briller toutes les 2 secondes. Vous pouvez vous rendre compte que c'est exactement ça. Et la LED 3 doit briller toutes les 3 secondes. Et la LED rouge doit briller toutes les 4 secondes. Voilà. Donc vous voyez que ça fait exactement ce qui est attendu et voilà comment on peut mettre en évidence l'importance d'utiliser les threads pour garantir une certaine réactivité, une certaine prédictibilité lorsqu'on utilise nos systèmes embarqués avec un système qui se veut temps réel. Voilà. Donc l'idée de ce projet, c'était juste de mettre en face la méthode classique procédurale où on déclare tout dans une boucle while et ça s'exécute step by step, et aussi la méthode en parallèle maintenant où on utilise les threads et qui permettent de pouvoir garantir une certaine réactivité, une certaine prédictibilité et garantir que notre système va fonctionner comme on le veut en fonction des événements qui se produisent généralement. Voilà. Donc notre système est déterministe et c'est ce qu'on souhaite le plus. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été instructif. Voilà. N'hésitez pas à jouer avec le code.
Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur comment gérer tout ce qui est gestion des ressources partagées. À plus.